C'est un village de rebelles. Je fréquentais plus les commissaires que les commissaires d'exposition. Là-haut dans les nuages. T'as vraiment de la chance, hein. Tu peins au 7e ciel. Ben, c'est mon paradis. Un village d'irréductibles. Non, il n'y a pas de coca, il n'y a pas de hamburger, on a des valeurs. Où coule une eau claire. J'ai une eau qui vient de très profond et qui n'est pas polluée, qui n'est pas une eau retraitée. Un endroit miraculeux. Ça y est, j'ai tricoté. C'est parti pour un nouveau numéro de Paname. La pente est raide, mais elle vaut la peine d'être gravie. Quand on arrive sur les hauteurs de la butte aux Cailles, on est d'abord frappé par le silence. Ici, dans les ruelles et les impasses, le bruit est tenu à l'écart. Mais n'allez pas imaginer pour autant que ce village du 13e arrondissement est endormi. Bien au contraire. Lieu de vie nocturne, c'est aussi une galerie d'art à ciel ouvert. Le terrain de jeu des adeptes du street art. Tous marchent dans les pas de Mystique. Cet artiste connaît le quartier comme sa poche. Un peu partout, hein. Ici, on voit vos œuvres, on voit vos pochoirs. La butte aux Cailles m'inspire. J'ai eu la chance et le bonheur donc de trouver un atelier à la butte aux Cailles, qui est un quartier, qui est un village et qui est vraiment sympathique. Là, au bout de 20 ans, je connais tout le monde, j'ai plein de copains, de copines et c'est un petit village. Et alors, quand vous voyez tous ces pochoirs, tous ces graphes qu'il y a maintenant sur les rues ici, qu'est-ce que vous vous dites? Que je suis leur mère à tous. Vous êtes la maman de tous les graffeurs du quartier de la Butte. Pas que de la butte d'ailleurs. Mais voilà, comme j'ai fait partie des premières, des précurseurs, bah, je me sens un peu responsable. Mais ici, toute la butte aux Cailles, c'est devenu une galerie d'art. Hein. Ouais, c'est une galerie à ciel ouvert. Alors on passe devant deux pochoirs aussi. C'est quoi leur histoire à ces deux-là? Leur histoire, c'était pour faire plaisir à mon copain qui a le café du commerce pour qu'il les ait en face de chez lui. Sympa. Ouais. C'est un échange avec les commerçants? Comment ça se passe? Ah non, quand je fais dans la rue, c'est la gratuité absolue. Par contre, si on me demande d'intervenir à l'intérieur des commerces, là, il y a une facture. On arrive bientôt chez Gladine, qui est le restaurant le plus connu de la butte aux Cailles. Pourquoi? Parce qu'il est très convivial, il n'est pas cher, c'est très très copieux et donc c'est fait pour les jeunes qui ont beaucoup d'appétit et un petit porte-monnaie. Et là aussi vous avez... Et là je suis intervenue régulièrement. Parce que quand c'est un peu abîmé, il faut peindre et je viens en mettre des nouveaux. C'est amical? Oui. Bon, il n'y a pas d'échange? Bah, j'ai droit à boire des petits coups. Voilà, on m'invite à dîner ou à déjeuner, voilà. Et c'est toujours aussi dangereux de s'attaquer au mur de la capitale? Oui. Enfin, oui, c'est dangereux parce que c'est interdit. Moi, j'ai été condamnée en 1999 parce que à ce moment-là, je n'étais pas très connue. Je le faisais de façon assez sauvage. Et avant d'avoir ce procès, j'avais passé entre 85 et 98 une cinquantaine de nuits dans les commissariats de Paris. Je connaissais bien les commissariats. Et alors maintenant, moi, vous faites comment? Je fréquentais plus les commissaires que les commissaires d'exposition. Hein. Et maintenant, vous faites comment alors? Alors maintenant, bah, ça m'a questionné d'avoir ce procès. Et bah, ça a été très simple, c'était sous mon nez la solution. C'était juste de rentrer et de demander aux gens la permission. Et ça se passe bien? Et ça se passe bien. Je travaille sur ma prochaine exposition avec des personnages qui sont inspirés des cartoons et de la BD. Et là, je travaille précisément avec Bécassine, que j'ai rendue un peu plus sexy. Ouais, elle est bien plus sexy, oui. Je lui ai retiré son jupon. Alors, on voit ses jolis bas. Alors, la signature, je mets d'abord du rouge et je vais décaler. D'accord. Parce que tout le monde se demande comment je fais ce filet rouge. Vous livrez tous vos secrets, là. Alors, c'est tout simple, c'est un jeu d'enfant.
Et voilà, Et voilà. effectivement, on voit bien le filet rouge. On peut en profiter pour rappeler l'origine. L'origine Du nom mystique. mystique, ça vient de mon enfance, parce que je lisais le journal de Mickey. Et dans le journal de Mickey, il y a Picsou, et dans Picsou, il y a Mystique. Ça s'écrit pas tout à fait pareil. Hein. Non, il y a un K, mais c'est la petite sorcière qui essaie de voler le sous-fétiche de Picsou et qui n'y arrive jamais. Donc là, on a le dessin, la signature. On peut avoir une idée du texte. C'est une domestique. Et je l'ai fait se libérer. Elle devient un peu plus lucide. Et donc le texte, c'est se croire honnête quand on est esclave. Moi, je suis une passionnée de poésie, de littérature. Ça m'a nourrie, ça m'a aidé à vivre. Et le fait de le faire moi-même, c'est un peu de rendre ce que les autres artistes et poètes m'ont donné. André Breton, il disait « les mots font l'amour ». Oui. Ça vous convient, ça? Oui. Moi, j'avais écrit faire d'un mot le bel amant d'une phrase. Ah, c'est beau aussi. Une chose est sûre, la butte aux Cailles reste un lieu d'inspiration. Ses ruelles abritent de nombreux artistes. Une façade quelconque, un code secret pour un lieu inattendu. Bienvenue à la Petite Russie, le territoire de Jos, peintre néerlandais. Hey, bonjour Jos. Excuse-moi de te déranger en salut, plein Ivan. travail. Ben, Donc, ça va. Toi, tu as vraiment de la chance, hein. Tu peins au 7e ciel. Ben, c'est mon paradis, effectivement. Tu me montres? Ben oui. On passe de l'autre côté? Hop. Voilà, Donc là que tu vis. ma cuisine déjà. À côté. C'est mon atelier. Et en tout, tu as combien de mètres carrés ici? C'est une petite maison à 50 mètres carrés. Donc, mais c'est la terrasse qui s'ajoute à ça. Et ici, c'est vraiment l'endroit que tu quitteras jamais. Je bouge plus, je reste là. Hein. Je te fais un petit café? Avec plaisir. Bon, ok. Entre-temps, tu regardes, ben, c'est un lieu d'expo aussi, ma cuisine. Oui, c'est une cuisine-galerie. Ben, dans ma cuisine, j'expose plutôt des natures mortes culinaires, on va dire. Ça fait serré, hein. Super. On va le prendre dehors. Ok. On va profiter de la terrasse avec la vue incroyable. Ça fait 18 ans que quelqu'un m'a parlé de cet endroit. Et à l'époque, j'étais à Montmartre, donc je suis venu en tant que scientifique à Paris, il y a 20 ans. Et pour moi, Paris, c'était vraiment Montmartre. Tu vois. C'est le cliché. Donc on m'a dit, on connaît une maison dans le 13e, et j'ai dit, ben, ça ne m'intéresse pas, c'est pas Paris. Et donc elle m'a dit, ben, tu rentres dans la voiture, je vais te montrer cet endroit. Et je l'ai vu, et j'étais convaincu tout de suite que c'était pour moi. On voit tout de suite hein, que c'est le paradis, c'est vraiment le paradis. Et ce qui est curieux, c'est que c'est complètement caché. On ne vous voit nulle part. Ouais. Sauf un petit peu il y a là-bas. des petits endroits dans les rues, là et là. On aperçoit des petits bouts. Des petits bouts de toit, ouais. Mais sinon, on est caché. Oui. Et alors, ça s'appelle la Petite Russie. Pour quelle raison? La Petite Russie, parce qu'à l'époque, il y avait des Russes ici, des Russes blancs, qui habitaient ces petites maisons. Et c'était des chauffeurs de taxi. Donc en bas, le grand bâtiment qui est en bas, c'était leur garage. Et donc ils avaient fui la révolution en Russie. En tant qu'étrangers, ils n'avaient pas le droit de construire à Paris, sauf sur des bâtiments existants. Donc ils avaient construit leurs habitations sur le toit. C'est important pour toi de voir comme ça tout Paris, enfin le sud de Paris? Je suis donc peintre et je travaille là. Donc ce qui est important pour moi, c'est la lumière. Et comme ça, c'est côté sud, c'est la lumière qui rentre toute la journée. Donc ça me convient parfaitement. C'est tranquille ici. Ça aussi,
En tant qu'artiste, ça me plaît. Je peux réfléchir, pas de bruit qui me dérange. C'est vrai que c'est silencieux ici, c'est important ça, le silence. C'est Dès- rare à Paris. Dès qu'on descend là, c'est la butte aux Cailles, donc on est tout près de la vie, on va dire. Ici quand même pour rentrer c'est Fort Knox, il faut passer des portes quand même. Grâce à moi, une fois par an, c'est ouvert pour le public, parce que comme tous les artistes du 13e et 5e, je fais des portes ouvertes de mon atelier. Et à ce moment-là, la porte en bas, dans la rue, c'est ouverte pour tout le monde, mais sinon, c'est fermé. Donc il faut saisir l'occasion une fois par an pour venir visiter cette petite Russie. Ouais. Au fil des ans, Jos, le Hollandais, est devenu un véritable cailleux, comme s'appelle entre eux les habitants de la butte. Un village d'irréductibles parisiens, tous héritiers de l'histoire de la commune de Paris. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Yvan. Alors on est place de la commune de Paris 1871. C'est l'un des points culminants de la butte. On est à combien de mètres à peu près là 63 mètres. Et ici, ça a été le théâtre d'un épisode très très important de la bataille de la commune de Paris. Qu'est-ce qui s'est passé précisément le 24 et 25 mai 1871 Dis donc ici, on était dans le verrou de la montée des Versaillais sur Paris. Et il fallait coûte que les 3 bataillons tiennent la butte aux Cailles. Alors, il y avait des tirs de canon qui se trouvaient sur Vanves, sur Montsouris et sur ici les Moulineaux qui étaient de l'autre côté. Qui à vol d'oiseau, Voilà. c'est pas très loin. Tout Ils sont ça. pas très loin. Il faut s'imaginer que la butte n'avait pas d'immeubles comme maintenant. C'était des petites bicoques de chiffonniers, de gens de tanneurs, puisqu'il y avait la Bièvre juste en bas. Donc c'était un lieu extrêmement pauvre. Les 3 bataillons se sont trouvés complètement débordés et les Versaillais sont rentrés dans Paris. Ça a été un massacre ici, il y a eu combien de morts? C'est un massacre entre 800 et 1000 à peu près. Et ici, là, précisément autour de cette butte, qui est un petit village, c'est ce qu'on dit, il reste encore cet esprit communard? Tout à fait. Il y a le fameux restaurant Le Temps des Cerises, qui est une coopérative ouvrière de restauration. Il y a le Merle Moqueur, qui est un café. Il y a la Folie en tête ici. Donc on garde toujours le cachet des communeux et des communeurs. C'est quoi vraiment l'esprit communard? C'est surtout de créer un courant de pensée qui permettait aux ouvriers de récupérer leurs outils qui étaient déposés chez ma tante, de permettre aux gens d'être dignes. Il y avait le travail de la nuit aussi, il y avait les qualités... Travail des sexes, enfants, travail des enfants, travail des femmes. Voilà. On a Les mêmes eu droits aussi- pour les hommes que pour les femmes. Voilà, on a eu aussi... les femmes ont eu le droit de divorcer, ce qui a été quand même important. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de cet esprit communard? Alors aujourd'hui, il reste justement cet esprit rebelle et ce moment d'espoir pour dire que finalement, tous les hommes, ils sont tous solidaires. Et finalement, il n'y a que ça qui permet de gagner une cause, la solidarité. Vous vous sentez communard? Oui, bien sûr. Plus communard que Rebelle. parisien? Rebelle. Rebelle. Allez, un petit communard pour la route. Alors c'est quoi un communard? Alors un communard, c'est du vin rouge avec de la crème de mûre. D'ailleurs, la crème de mûre, il faudra que j'aille en chercher à la cave, c'est un plus de tonne. C'est bien rouge. C'est du rouge. C'est les couleurs de la maison. Ouais. En fait, pour la petite histoire, petite c'est vrai. Ce seraient les communards pendant la commune qui buvaient du vin de Montmartre, mais comme il était un peu dur, Ah oui, déjà à j'ai l'époque, rajouté des il murs. n'était pas terrible à j'ai l'époque. rajouté des murs qui chopaient sur les ronciers autour. Voilà. D'accord, et ça avait Bon, ça je ne sais adoucit pas un si peu. c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais c'est sympa, moi j'aime bien, hein, franchement c'est pas mal. Guy, c'est un endroit particulier ici, c'est Oui. un endroit anard, avec un esprit particulier. C'est quoi C'est peut- un restaurant ou c'est un outil politique? C'est un resto, il est porteur de messages, j'entends bien. Le simple fait qu'on soit en coopérative ouvrière, dans la restauration, c'est exceptionnel. C'est une forme d'entreprise autogérée, gérée par les gens qui y travaillent, sur le principe un homme, une voix. Voilà, c'est vraiment la base de la coopérative, c'est ça, un homme, une voix. Une personne qui possède une part sociale a le même pouvoir de décision en assemblée générale que quelqu'un qui en aurait 10 000 fois plus. C'est-à-dire que le serveur est au même niveau que le cuisinier. Voilà.
Voilà. Et ce qui, dans la restauration, est très très étonnant, parce qu'il y a toujours une espèce de confrontation entre les gens de la cuisine, qui eux sont les créateurs, tout ça, et les serveurs qui sont soi-disant les porteurs d'assiettes, tout ça. Nous ici, on n'a jamais eu ce type d'attitude. Et la carte, ce que vous proposez, c'est aussi dans l'esprit de la coopérative? On a plein de personnes âgées, mais on a plein de jeunes aussi, qui viennent manger la cuisine qu'ils mangeaient chez leurs grands-parents, quoi, tout simplement. Et ça reste une valeur sûre, quoi. Ça veut dire qu'ici, il n'y aura jamais un hamburger? Non, il n'y aura jamais un hamburger. Voilà, si je commande un Coca et une... Non, il n'y a pas de Coca, il n'y a pas de hamburger. On a des connexions valeurs, Wi-Fi, tu me fous dehors, quoi. Et puis voilà, quoi. Enfin, je ne vais pas servir un truc que j'aime pas, quoi. Le pinard, c'est pareil. Avant de servir un vin, je le goûte, évidemment. Je vais pas servir un truc parce qu'il me rapporte plus, ou parce que c'est à la mode, ou parce que j'en sais rien. Ça va pas, quoi. C'est évident, je me pose même pas la question. Si le vin doit se consommer avec modération, même au temps des cerises, l'eau de la butte aux cailles est chaudement recommandée. Direction Place Verlaine, en bas de la rue, où m'attend Frédéric Gersal, l'historien puisatier de Paname. Et Frédéric, je ne savais pas que vous étiez un adepte de l'eau de la butte. Ah oui. Bonne qualité, c'est tout? Très bonne qualité, exceptionnelle. D'abord parce qu'on va la chercher très profond. On descend jusqu'à près de 600 mètres au cœur de la terre. Énorme. Alors, bon, de l'eau, il y en a partout. Il y a la Bièvre qui coule en dessous, là, sous nos pieds. La Bièvre, c'était une rivière qui se jetait dans la Seine. Elle se jette d'ailleurs toujours, mais aujourd'hui elle est couverte, elle est cachée aux yeux de tout le monde. Et puis quand cette partie de Paris qui appartenait à la commune de Gentilly a été rattachée à Paris en 1860, Haussmann a dit mais il faudrait de l'eau pour les habitants autour. Alors on va creuser. On commence en 1863 à faire un petit trou. On se dit on va trouver un puits, puis de là on va remonter de l'eau avec... Mais non, on va découvrir un puits artésien. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce mot artésien? En fait, ce sont des moines de l'Artois, d'où ce nom d'artésien, qui avaient trouvé le principe. C'est une eau qui est prisonnière dans de l'argile. À partir du moment où vous faites un petit trou, la pression est telle à l'intérieur que ça sort comme un geyser. Comme un peu de pétrole. Exactement. Donc ça sort en plus à presque 28 degrés Celsius. Ah, c'est de l'eau chaude? C'était de l'eau chaude, c'était de l'eau chaude. Et du coup, on va s'en servir pour créer des bains, des thermes. Qui sont juste derrière. Eh ben voilà. Et une piscine. Alors au début, c'était en 1903, c'était des bains, et puis ça a été transformé en piscine. Une des toutes premières piscines de Paris. Elle a été ouverte en 1921, avec un grand bassin extraordinaire, et puis des voûtes géniales. Enfin bon, c'est super. Je vais y goûter. Ah oui, goûtez, vous allez m'en dire des nouvelles. Elle est bonne, elle est très douce. Et vous venez de loin pour remplir vos bouteilles? Je viens de Gentilly. Ah oui, c'est pas si loin, mais c'est quand même pas tout près. Non, c'est pas le quartier. Pourquoi ici? Là, j'ai une eau qui vient de très profond et qui n'est pas polluée, qui n'est pas une eau retraitée, donc qui ne contient pas de contraceptifs, qui ne contient pas d'antibiotiques, qui ne contient pas toutes les cochonneries qu'on avale en buvant de l'eau. Quand je la sers à table, les gens me disent « elle est bonne ton eau ». Merci madame. De rien, merci. On parle de profondeur, là, mais il y a aussi les espaces. Ici, sur cette butte aux cailles, vient de se poser en 1783 un navire de l'espace. Vous connaissez ça? Un véritable... Un navire de l'espace, pas exactement, mais vous allez m'en dire plus. Une montgolfière. Une montgolfière, ça s'appelle comme ça. C'est surtout le premier vol habité. D'où la plaque là-bas. Eh ben voilà, on va aller la voir parce que comme ça on va mieux comprendre. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors en fait, on est en 1783. Cette année-là, les frères Montgolfier ont fait leurs expériences. Ils sont allés à Versailles, ils ont montré tout ça. Et il y a un gars qui voit ce ballon se poser là-bas du côté de Vaucresson avec les premiers animaux à bord et qui dit moi je veux être le premier être humain à me poser avec un ballon. Il s'appelle Pilâtre de Rosiers. Et en ce mois de novembre 1783, il réussit le premier vol habité avec le marquis d'Arlande. Ils étaient dans leur nacelle, là, puis tout ça est venu se poser ici, sur la butte aux cailles, entre des grands moulins. Ça fait rêver, non? Ah oui, c'est beau. C'est très très beau. Allez, laissons Frédéric en plein Molinet et goûtons à l'oisiveté. Ce lieu unique à Paris où l'on peut prendre à la fois un thé et un cours de tricot haut de gamme. C'est bon là? Personnellement, j'en suis au point mousse. Nickel. T'es impressionné, hein? Je suis impressionnée. Je suis quand même le seul garçon de l'Assemblée, mais... Je vais faire quel point, là? Alors, vous allez faire le point mousse. C'est le point le plus basique? C'est le plus basique. On fait toujours la même chose. Ça fait un point qui est réversible. C'est comme votre pull. Quoi, c'est un pull basique? Non, mais le point qui est utilisé, c'est un point basique. C'est joli, quand même. C'est très joli.
Là, je passe la laine. Exactement. Ah. Et après, je Oui. passe par en dessous. Exactement. Donc, vous tirez cette petite fil-là. Et je reviens là. Exactement. Ça y est, j'ai Voilà. tricoté. Alors là... Comment vous êtes arrivé à faire du tricot? Bah, c'est ma mère qui m'a appris à tricoter. Elle nous a tricoté plein de choses quand on était petits. J'avais toujours des pulls, chaussettes, poupées. Et ça vous a passionné tout de suite? Bah, au début, j'ai résisté parce que j'étais un ado, j'étais jeune. J'ai dit non, je veux tricoter. Et après, il y a un moment, je me suis dit, je peux faire mes propres pulls. J'ai compris. Voilà, donc j'ai demandé à ma mère, elle m'a montré. Mais c'est comme je savais déjà depuis toujours tricoter parce que j'ai regardé tricoter tout le temps. Quand elle m'a mis les aiguilles dans les mains, j'imaginais ses mains à elle. Donc je copiais les gestes. Vous avez appris en regardant? Oui. Et qu'est-ce que ça vous procure comme plaisir? Du calme. C'est relaxant? C'est relaxant, c'est marrant. Pour l'instant, moi, je suis pas très relaxé. Hein. Je suis un peu tendu sur la laine. Ça va venir. Mais je trouve que vous vous débrouillez très bien. Ici, on est quand même dans le tricot haut de gamme, d'un certain niveau. Moi, j'aime bien proposer des cours de masterclass, un peu des techniques d'avancée pour montrer aux tricoteuses françaises qu'est-ce qu'on peut faire avec le tricot. Mais justement, qu'est-ce qu'on apprend de particulier ici qu'on n'apprend pas ailleurs? Récemment, on a eu une dame qui est venue aux États-Unis et Écosse pour donner des cours sur le jacquard. C'était la maîtresse de jacquard. Vous vendez aussi de la laine, Oui. on vous connaît aussi pour ça, mais c'est pas n'importe quelle laine. Non. En fait, c'est tous mes laines chouchous de chez moi. C'est quoi les laines chouchous? C'est tous mes laines que j'adorais tricoter quand j'ai appris à tricoter, que j'arrive pas à trouver en France. Ça, on trouve pas ça en France. Non, celui-là, il vient du Canada. Donc, C'est un mouton canadien. non, la laine est teintée à la main en Canada. Donc, chaque pelote de laine ici, c'est touché par main humaine. C'est quelqu'un qui l'a fait la couleur. Les gens, ils ont mis la couleur sur la laine. Je suis partie sur le crochet, c'est ça. Cette pièce-là, on peut l'acheter ou pas? Non, pas ici, non. On n'achète rien. C'est juste pour le plaisir ici. C'est juste pour le plaisir. Je montre ce qu'on peut faire avec la laine ici. En fait, c'est pour motiver les gens. Regardez ce que vous pouvez faire avec la laine. Et après, souvent, ils sont aussi peu motivés. Et alors là, il y a une pièce incroyable. Hein. C'est une robe qui est entièrement tricotée. C'est une technique un peu avancée. C'est tout en pièces. Il n'y a pas de couture. Donc, je dirais, si vous comprenez un peu la construction de pulls sans couture, vous pouvez le faire. Donc ça n'a jamais été coupé, jamais cousu? Jamais. Non, juste pour entrer les fils. Elle ne sera pas vendue non plus, celle-ci? Non, non plus. C'est juste pour montrer la laine et pour donner un exemple de ce qu'on peut faire avec la laine. C'est un bel exemple. On quitte une américaine à Paris pour la rue des 5 Diamants, rebaptisée par les locaux la rue des 5 Diams. La nuit tombe, on se précipite chez Maman avant qu'il n'y ait plus de place pour le couscous kabyle le plus couru de la ville. C'est comme à la maison, quoi. C'est spécialement familial, quoi. Et vous faites que du couscous? Je fais que du couscous. Préparé tous les jours? Tous les jours. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et puis voilà. Ah, il n'y en a pas au frigo? Ah non, j'ai pas de chambre froide, j'ai rien. Je vous assure que j'en ai... Non, j'achète tous les jours la viande, tous les légumes. Les légumes... Tous les jours, la viande, vous voyez. Ouais. C'est là. Et vous avez reçu le prix du Fooding 2013 l'année dernière pour le bouillon. Pour le bouillon. Le bouillon de couscous. Oui. C'est quoi votre truc Comment vous avez fait pour... Et qu'est-ce qu'il a de plus, votre bouillon? Je mets tout ce qu'il faut dedans, les épices, les bons légumes et tout ça. Et puis voilà. Tout ce qu'il faut dedans? Oui, ben oui. Et dans le quartier, vous êtes connu? Bah oui, comme je suis le plus vieux dans le quartier, je suis le plus vieux. J'ai 75 ans, c'est le plus vieux. Et oui. Ah bah disons, ça conserve le couscous. Et oui, il faut manger du couscous. Alors, allez, on continue à le faire, le couscous. Ah ouais. On vient de loin manger votre couscous? On vient de partout, on vient même de Pékin, on vient de... Oui, je vous assure, ils m'ont réservé de New York, ils ont réservé pour le... Je vous assure, vous pouvez demander au serveur. Ah mais je crois. Oui, ils ont réservé pour 6. Ils étaient encore à New York. Ils arrivent le soir pour manger le couscous. Oui. On le mange, ce couscous? Ah oui. Et je vais mettre un peu de pochiche. On va le servir ici. Voilà. Voilà la merveille. Voilà la semoule. Ah, elle est belle. Voilà la semoule.
C'est une merveille. Il est super bon. Ah bah oui, ça vaut le coup. Hein. C'est bon parce que il y a encore le goût des légumes, des vrais légumes. Des vrais légumes, voilà, c'est ça. C'est ça, ouais, c'est super bon. Voilà, c'est pour ça que... J'en mets partout d'ailleurs. Non, mais c'est pour ça que tu as eu le prix du fooding. C'est ça. C'est ça. Les gens, ils viennent justement parce qu'il y a un bon bouillon. C'est le secret du couscous quand même. Sur la butte aux cailles, le programme est simple. On papote, on tricote, on barbote, on mijote. Retrouvez cette émission sur le site de France 3 Paris et sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname.